C'est l'épreuve attendue par certains, redoutée par beaucoup. La philosophie ouvrait le bal de l'examen du baccalauréat où il était question de violence, de connaissances et d'avenir, avec en secours le contrôle continu. Pas de sujet sur le pouvoir cette année. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il pourrait bien revenir une fois de plus à Laurent Wauquiez en tête des sondages et il voit grand avec son plan montagne. Et puis le Fab Lab de la Casemate à Grenoble donne un coup de main au musée archéologique Saint-Laurent dans sa nouvelle expo sur les squelettes des vertèbres imprimés en 3D en plastique végétal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 17 juin 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Sur le fil de la philo, une deuxième année bien particulière pour les candidats au baccalauréat et une organisation encore une fois perturbée par l'épidémie de Covid-19. Ce matin, c'était l'ouverture des hostilités avec la philosophie. Les sujets pour le bac général, discuter, est-ce renoncer à la violence? L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Ou encore, sommes-nous responsables de l'avenir? Pour mettre plus de chances du côté des élèves de terminale, les notes du contrôle continu pourront être validées si elles sont meilleures. Devant le lycée Stendhal à Grenoble, Charlotte Faulkner a rencontré des lycéens assez détendus finalement. Moi, j'y suis allé dans l'idée de m'amuser. Je me suis dit qu'il y aurait sûrement des sujets hyper intéressants. Du coup, je m'étais dit, je vais bien trouver un sujet qui me plaît. Du coup, j'ai révisé que ce qui me plaisait, genre le travail, l'État, la liberté. Des sujets que j'aimais pas, genre l'inconscient, le bonheur, j'ai pas trop bossé. Puis je me suis dit que j'allais me donner s'il y avait un sujet qui me plaisait, mais que j'accordais pas beaucoup d'importance à cette épreuve, parce qu'au contrôle continu, je suis à 16. Du coup, j'avais pas grand chose à gagner. Moi, je savais que j'avais une assez bonne note au contrôle continu et que j'aurais peu de moyens d'avoir une meilleure note en passant l'épreuve. Du coup, j'étais pas très stressée, j'ai peu révisé. Moi, je suis arrivée à l'épreuve du bac sans réviser du tout. Mais c'est parce que, pareil, j'ai une assez bonne moyenne au contrôle continu. Mais après, il y avait quand même le stress de se dire, je sais pas, imaginons ils se trompent, ils prennent la mauvaise note et tout. Donc en vrai, c'était un peu stressant. Mais voilà, je suis pas à plaindre du tout. Après, je sais qu'il y en avait d'autres qui quand même avaient pas une super bonne moyenne dans l'année. Donc c'est quand même cool qu'ils aient fait ça, qu'on puisse choisir. J'étais assez sereine. Parce que toute l'année, j'ai eu des assez bonnes notes en philo. Du coup, je me suis dit que si jamais je ratais cette épreuve, c'était pas grave. Et je suis venue, j'étais sereine, j'étais pas stressée, j'étais plutôt détendue. Honnêtement, j'ai pas révisé énormément non plus. J'étais pas du tout stressée parce que vu que ça comptait aussi sur le contrôle continu, j'étais pas stressée et pareil, du coup, j'ai pas vraiment révisé avant de venir parce que j'avais pas de crainte si je ratais. Donc, Après les épreuves, l'intersyndicale éducation de l'Isère avait appelé à une mobilisation des enseignants devant le rectorat de Grenoble pour revendiquer l'annulation des épreuves finales qu'ils jugent vides de leur substance et auxquelles les élèves n'ont pas pu être bien préparés, comme notamment le grand oral. Certains profs de philo appellent à une grève des corrections des copies pour la première fois numérisées et corrigées en ligne. Et si on en croit le micro-trottoir précédent, ça ne devrait pas être très long à corriger. Ce n'est pas un examen, mais à 2 élections que les citoyens sont appelés à voter dimanche, les élections départementales et régionales. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'apprête-t-elle à changer de direction? Rien n'est moins sûr, puisqu'à peu près tous les sondages donnent Laurent Wauquiez en tête des suffrages au premier et deuxième tour. Parmi les axes de campagne du président républicain sortant, le soutien au monde de la montagne, au-delà du plan montagne de l'État. Il y a des avancées qui sont positives et il faut qu'on les prenne. Et il y a des points sur lesquels on pense qu'on peut aller au-delà. On a des petits commerces qui ont été oubliés, qui étaient ouverts, mais qui ont beaucoup souffert dans la période. On a la problématique des meublés, qui n'est pas prise en compte là dans ce qui nous est proposé et qui est un sujet très important sur nos territoires savoyards et isérois. On a la problématique de l'accès au ski pour les jeunes générations, où on pense que c'est bien les classes neige, mais qu'on peut aller au-delà, qu'il faut attirer aussi les publics qui sont les étudiants à la fac, post-bac, et auxquels nous, on veut donner envie de ski, et on pense qu'on a des choses à faire. Et puis, il y a un point sur lequel on est vraiment très vigilant, c'est la question des entreprises. Autour de la montagne, il y a beaucoup d'entreprises qui œuvrent et qui potentiellement risquent de tomber en faillite parce qu'elles n'ont pas de commande et qu'elles n'auront pas de commande avant décembre de l'année prochaine. Donc là, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, nous, la région, on a pris la décision de rajouter 200 millions d'euros supplémentaires sur le plan d'action de renaissance de la montagne. L'État met 150 millions d'euros à l'échelle de toute la France. On va mettre, nous, 200 millions d'euros supplémentaires sur le plan d'action montagne qui nous permettra de travailler en commun. Et l'objectif, c'est d'additionner les forces. La montagne a besoin de nous. On a un territoire qui est magique. On l'aime tous. Les actions de diversification, on les fait.
mais il faut continuer à avoir le ski, qui est quand même aussi la respiration et la fierté de la montagne qu'on aime. Et pour ces élections régionales et départementales, les 20 et 27 juin, la mairie de Grenoble lance un appel pour trouver des assesseurs. Et il lui manque encore une centaine de volontaires pour tenir les 176 bureaux, 88 x 2 et dépouiller les bulletins évidemment. Réveillez l'Indiana Jones qui sommeille en vous. Les journées européennes de l'archéologie se dérouleront du 18 au 20 juin en Isère. À cette occasion, le musée archéologique Saint-Laurent à Grenoble, qui fête ses 10 ans, vous a préparé un programme aux petits oignons, notamment autour de la visite de l'exposition Squelette, qui es-tu ? Et pour cette expo, le musée a fait appel au Fab Lab de la Casemate qui se trouve juste à côté et à son imprimante 3D. Laurine Guignard. Exposées au musée archéologique de Grenoble, ces 3 vertèbres violettes sont les copies exactes des os d'un squelette humain datant du 5e siècle après Jésus-Christ. Imprimées en 3 dimensions à la casemate, elles sont en plastique d'origine végétale. Elles sont donc à toucher, à manipuler et sont le résultat d'un procédé complexe. D'abord, il y a 2 étapes. On est passé par de la captation, d'abord 3D, pour représenter la forme en 3 dimensions des vertèbres existantes. Et dans un deuxième temps, on les a imprimés avec une imprimante 3D au Fab Lab de la Casemate. On est passé par une dizaine de tests d'abord, de couleurs, de réalisation, de précision aussi, de différentes tailles, un peu grosses, un peu plus petites. On a augmenté un petit peu la qualité pour avoir les aspérités des vertèbres, pour représenter au maximum la réalité de la vertèbre, de l'os. Et on est autour de 14 heures d'impression à peu près pour un os, taille échelle 1. Le musée archéologique de Grenoble propose un voyage de près de 2000 ans d'histoire. Il étudie notamment l'homme, les groupes humains et leurs aspects. 4 squelettes de sa collection présentent des pathologies et notre individu témoigne du quotidien des années 400 et 500. En sélectionnant les individus qu'on allait mettre en avant, il y en a un tout particulièrement qui nous a attirés parce qu'il a un gros problème sur sa colonne vertébrale où il y a eu un gros tassement. Il faut savoir qu'il était penché à 45 degrés en avant, quand même, c'est une grosse déformation. Et en discutant avec la Casemate, on a cherché un peu des procédés qui pourraient permettre au public de toucher les vertèbres, mais pas les vraies vertèbres. Et ils ont soulevé l'idée de l'impression 3D. Et comme ça, le public pourra les manipuler. Le musée Saint-Laurent a également d'autres projets dans les tuyaux. Scénographie, crypte, plateforme d'observation, le site fait peau neuve. Qu'est-ce que tu fabriques de la Casemate propose d'ailleurs une rencontre en ligne ce vendredi à midi avec Laetitia Venditelli, que vous avez vu dans ce reportage, ainsi qu'Hélène Coquegnaud, directrice de recherche au CNRS de Bordeaux en anthropologie biologique et forensique. Inscription sur le site de la Casemate. Si vous ne pouvez pas aller à la montagne, c'est la montagne qui viendra à vous. Et qui sait si un jour vous ne ferez pas le chemin inverse. Ancien directeur de la Maison de la Montagne, créateur des rencontres Ciné-Montagne, patron de l'Office du tourisme de Grenoble-Alpes Métropole jusqu'au 1er juin. Et jeune retraité, c'est aussi un écrivain. Yves Braya, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier aux éditions La Fontaine de Siloé ce roman. C'est votre deuxième roman, donc La Synchronie. Oui. Fantastique. Alors évidemment, ça se passe en montagne. Pas ailleurs. C'est aussi l'histoire d'une bande de copains, tous très différents. Oui, c'est bien pour ça que la synchronie, c'est la synchronie des gens qui se croisent, qui se décroisent, et qui se retrouvent et qui finalement vont marcher vers un sommet. L'idée, c'était effectivement de créer cette histoire chorale pour mettre en scène des personnages que tout le monde connaît, avec chacun son caractère. Et puis, j'avais envie de faire un roman où on s'attache aux personnages, c'est-à-dire qu'on les quitte, mais qu'on les retrouve assez régulièrement. J'avais envie qu'on s'intéresse à eux. J'avais aussi envie qu'on se moque un peu du milieu qui est le mien et qu'on fasse un peu d'autodérision. Un milieu un peu macho, non ? Oui, mais pas tant que ça, puisque ce sont les filles qui ont le meilleur rôle dans ce roman. Elles sont beaucoup plus intelligentes que les garçons. Et les garçons évoluent. Et les garçons évoluent pour aller vers l'intelligence des filles, probablement. Et j'ai voulu aussi y mettre de l'humour, et parce qu'on rit pas toujours quand on lit des livres de montagne. Et là, voilà. C'est souvent assez dramatique, les livres de montagne. Là, il y a un accident, mais qui n'est pas fatal. Il y a un accident. Il a été grave, mais on en est sorti. Et puis, on a rebondi sur autre chose. Et puis, ça a transformé les gens. Ça les a rendus meilleurs.
Et puis voilà. C'est ça l'ascension aussi, finalement, c'est de se transformer. Oui, je crois que quand on va vers un sommet, on va aussi vers soi et vers l'idée qu'on peut s'améliorer, qu'on peut se bonifier. Et certains des personnages masculins se sont très largement bonifiés et on finit par les aimer, je crois. Et puis, vous dites des personnages qu'on connaît tous. Est-ce qu'il y a des anecdotes réelles dans votre livre? Je pense que beaucoup, notamment de Grenoblois, peuvent se reconnaître dans ce livre. Pas forcément parce que... Pas forcément bien d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que le syndrome de l'ingénieur à vélo et qui va en montagne avant le boulot, après le boulot. Enfin voilà, j'ai voulu raconter une histoire qui est aussi une fresque sociale. Parce que mes personnages font partie de la vie réelle, qu'ils soient grenoblois, qu'ils soient lyonnais, qu'ils soient guides à Chamonix. Et donc, je raconte dans ce roman la vie des gens normaux. Et les gens normaux ne sont pas anormaux quand ils vont en montagne. C'est des tranches de vie qu'ils passent ensemble. Et j'ai surtout voulu qu'il y ait une intrigue qui est... C'est pour ça que vous avez choisi le roman ? Oui, parce que j'aime écrire ce que j'ai envie de lire, en fait. Et j'ai envie de lire, moi, des romans qui m'emportent, où je puisse m'attacher au personnage et où il y a un début, où il y a une fin. La fin, on l'attend forcément à un moment ou à un autre, mais je veux faire évoluer mes personnages, je veux faire évoluer l'histoire, et je veux surtout qu'on se prenne dans l'histoire. Et c'est ce que j'aime lire, en tout cas, et j'espère avoir écrit, avec humour, un roman dans lequel on puisse se laisser embarquer. Vous êtes également président du FODACIM, le fonds d'aide au cinéma de montagne que vous avez créé en 2011. Oui. Vous remettrez vos prix dans quelques jours. Avant d'en parler, on va regarder, si vous le voulez bien, la bande-annonce du lauréat de ce grand prix. Il s'agit de Vers les monts célestes de Aurélie Miquel. Je profite des longues heures de train pour regarder encore ces visages, ces alpinistes soviétiques qu'accompagnait et photographiait Lorraine Saladine. Parmi eux se trouvaient notamment les célèbres frères Abalakov, deux orphelins sibériens dont les exploits faisaient la une des journaux de l'époque. Lui, c'est Vitali Abalakov. 2 ans auparavant, il a été le premier soviétique au sommet du pic Lénine à 7134 mètres d'altitude. Et voici son petit frère, Yevgeny Abalakov, qui est encore plus connu des foules car il a été le premier homme à fouler les 7495 mètres du pic Staline. J'ai pu retrouver son journal de bord, chez un bouquiniste moscovite. Je l'ai lu et relu. Il raconte dans les moindres détails cette expédition au Khan Tengri en 1936. Il en était le chef. Khan Tengri. Avec les photographies de Lorraine Saladine, ce recueil est mon guide de voyage. Alors Ibex Breya, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film ? Ce qui a séduit tous les partenaires du FODACIM dans ce film, c'est qu'il y a une plongée dans l'histoire qui est très importante, très intéressante. C'est vrai que les alpinistes soviétiques, on en parle assez peu dans notre Europe occidentale. Et Cédric Grac, qui est par ailleurs voyageur et écrivain, a fait cette plongée dans l'Asie centrale sur les traces de ces alpinistes soviétiques presque inconnus. Et ce qui nous a plu, c'est qu'il y a une tranche d'histoire très intéressante. Il y a la petite histoire et la grande histoire. Et bien racontée en plus par Cédric Grac. Également 2 coups de cœur, La Dame de l'Oison de Joanne Andrieux et Dans les pas de Lou d'Hervé Tiberghien. 2 générations différentes, 2 femmes, mais une plus petite et une plus vieille. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, comme quoi le milieu de la montagne n'est pas toujours macho. En tout cas, côté FODACIM, on a plébiscite des films avec des filles. La Dame de l'Oison, c'est un portrait de Marie-Claude Turc, qui est un pilier de Saint-Christophe, enfin de l'Oison, toute la famille Turc d'ailleurs, qui est patronne de la Cordée, ce restaurant mythique de Saint-Christophe en Oison. Au moment du tournage, elle l'avait vendu et je crois qu'elle l'a repris depuis. Enfin, voilà. De toute façon, elle ne pourra jamais s'échapper de la Cordée parce que c'est une institution. Et dans les pas de Lou, la petite Lou, c'est une adolescente qui voyage avec sa mère du côté du Zanskar avec des carnets et qui fait tout un voyage en croquant, en faisant des croquis de toutes ces rencontres, de tous les paysages, et c'est très émouvant. Oui, elle dessine remarquablement bien, et puis elle décrit ce qui lui arrive, et puis à la fois les paysages, les gens qu'elle rencontre. Une gamine qui est lumineuse, qui est très agréable, et on la sent tout à fait inspirée et passionnée. En 10 ans, combien de films avez-vous soutenu avec le FODACIM ? 150 à peu près.
dans les grandes lignes, 150 films sur au moins 600 dossiers, puisqu'on reçoit des dossiers qu'on aide et on aide ceux qui sont choisis. Peut-être que quelquefois on passe à côté de chefs-d'œuvre, mais en tout cas on juge sur dossier, donc pas sur film fini. Merci beaucoup Yves Braya. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Synchronie fantastique aux éditions La Fontaine de Siloué, en vente dans toutes les bonnes librairies grenobloises, dont Artaud. Et je signale que vous dédicacerez votre ouvrage chez Artaud samedi de 15h à 18h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coup de chaud pour les organisateurs de Jazz à Vienne. À une semaine du lancement du festival, ils ont dû revoir une partie de leur programmation. De nombreux artistes annulent leur tournée à cause de quarantaine ou déconfinement retardé, comme Jimmy Callum, alors qu'en Angleterre, le variant indien progresse. Si l'artiste britannique est vacciné, ce n'est pas le cas de ses 14 musiciens et techniciens. Les soirées des 23 et 24 juin sont annulées. Pour la même raison, Kezia Jones, qui avait anticipé son séjour en France, jouera avec des musiciens français et non britanniques. Seu Jorge est également coincé au Brésil, mais sera remplacé par Chico César. La famille de Maceo Parker, âgé de 78 ans, l'a convaincu de ne pas se déplacer. Il sera remplacé par Brooklyn. La soirée du 6 juillet change également. Et puis quelques autres surprises. Pour tout savoir, le plus simple, c'est encore d'aller sur le site de Jazz à Vienne. 2 pour 1, les jumeaux seront en spectacle vendredi soir à 20h au Théâtre en Rond de Sassenage. Avec Grand Cru classé, Steven et Christopher vous ont réservé le meilleur de leurs 4 spectacles produits ces 7 dernières années. Parmi les sketchs les plus percutants, une Carla Bruni déchaînée, un Macron jupitérien, des mamies dileuses ou encore un hommage délirant à Disney, un show à découvrir à partir de 12 ans. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.